Bataille rangée autour de l'enseignement de l'histoire au collège. Des historiens et des parents d'élèves accusent les nouveaux manuels scolaires passeraient quasiment sous silence Clovis, Louis XI, François Ier, Louis XIV, Richelieu, Napoléon et j'en passe. Alors je vous en avais déjà parlé dans Carrément Brunet, mais il y a du nouveau. Plusieurs pétitions remettent ce sujet au cœur de l'actualité, comme par exemple « Notre histoire forge notre avenir », pétition qui remporte un vif succès. Alors, pour les syndicats de profs, ces accusations sont fausses. Écoutez, Claire Crépeur du syndicat SE-UNSA, deuxième syndicat d'enseignants en France. Ça n'est pas possible. Ça n'est tout simplement pas possible et ça n'est pas vrai. Dans les programmes, il y a toujours Napoléon, il y a toujours Louis XIV. Donc je comprends tout à fait vos auditeurs quand ils soutiennent votre position et qu'ils sont choqués à l'idée que ces personnages clés de notre histoire aient disparu. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas disparu. L'homme qui met le feu aux poudres s'appelle Dimitri Casali. Il est historien, il est écrivain. Et il vient de publier justement un alter-manuel de l'histoire de France, ce que vos enfants n'apprendront plus à l'école. Et ça fait un carton. Il sera au téléphone avec moi dans 3 minutes. Et pour lui, ces grandes figures du roman national ont vraiment disparu des manuels scolaires. Ça me fait quand même doucement sourire puisque là j'ai reçu absolument tous les manuels de 4e de cette année et c'est vraiment très 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 intéressant parce que non seulement l'empereur, je maintiens, Napoléon Ier, l'empereur est totalement éliminé, il n'y a plus un seul mot de toutes ces victoires, il n'y a pas une seule occurrence, un seul mot sur Clovis, Saint-Louis et François Ier. En plus, le ministère de l'Éducation a introduit dans les nouveaux programmes l'étude d'un roi malien du XIVe siècle. Et là, pour Dimitri Casali, ça ne passe pas. Gonzague Saint-Brice, mon invité aujourd'hui, s'élève contre ces nouveaux programmes, tout comme l'historien Max Gallo. Écoutez, je crois que l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est-à-dire que les intentions sont nobles, louables, il faut connaître le monde tel qu'il est, il faut connaître les civilisations qui ne sont pas la nôtre, avec lesquelles nous avons été en contact. Malheureusement, ces bonnes intentions se dissolvent parce que, à voir trop large, on ne voit plus rien. Je crois que la connaissance de l'histoire, du lieu où l'on habite, où l'on travaille et dont on possède la nationalité, c'est-à-dire française, la bonne connaissance de l'histoire est une garantie, il n'y a pas de certitude, mais est un moyen d'accéder à la compréhension de la société dans laquelle on vit. Par ce moyen, en même temps, on accède à une compréhension des valeurs qui structurent une société, même si elles évoluent. Il faut accéder à l'universel à partir d'une histoire connue, d'une histoire nationale connue, à la condition, et ça c'est évidemment capital, qu'il n'y ait aucun tabou, qu'on parle de Napoléon à Austerlitz et qu'on parle de Napoléon qui rétablit l'esclavage en 1802. D'autres enfin se satisfont de cette évolution de l'histoire de France, comme Ahmed El-Kei qui présente l'émission Toutes les France sur France O. Il sera avec moi lui aussi aujourd'hui. Alors aujourd'hui justement, je défends l'idée qu'il faut redonner plus d'importance aux grands personnages de l'histoire de France. Bonjour. De qui François Ier était le fils? François 0. Donnez-moi la date du sacre de Charlemagne. Ça c'est fastoche. 4110. Je me souviens à chaque fois. C'est le réauteur du Mont Blanc, imbécile. Les fables de La Fontaine ont été écrites par un inconnu. La révolution de 1789 a eu lieu le 8 mai 1945. Qu'est-ce qui différencie le mâle de la femelle? Je crois que l'homme a un cerveau et la femme une cervelle. Guerre des bandes annonces du film La Nouvelle Guerre des Boutons réalisé par Christophe Baratier. Voilà. Alors, je voudrais tout de suite, alors que nous parlons des programmes scolaires et de l'enseignement de l'histoire, prendre au 32-16 de nombreux profs d'histoire qui m'appellent rapidement. Suite à la réforme des programmes scolaires décidée par Xavier Darcos en 2008, eh bien, les programmes d'histoire des élèves de 6e et 5e ont été modifiés. Conséquence, des personnages comme Clovis, Charles Martel, Saint-Louis ont disparu. D'autres comme Louis XIV, Napoléon sont relégués au second plan, voire même disparus aussi, selon Dimitri Casali. Marc m'appelle de l'Oise. Il est prof d'histoire dans un lycée. Bonjour Marc. Est-ce que vous m'entendez Marc? Eh non, Marc ne m'entend pas. Jérôme, est-ce qu'il m'entend Jérôme?
Oui, je vous entends, Éric Brunet. Bonjour Jérôme, vous êtes du Val-de-Marne, prof d'histoire également. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de ces pétitions orchestrées par des parents d'élèves et qui disent c'est dommage que le roman national se consume et qu'on ne parle plus de Napoléon et de Louis XIV, par exemple? De fait, ça trahit un certain trouble, et un trouble que je peux parfaitement comprendre, puisqu'on a beau m'expliquer, et je trouve le consensus entre les syndicats et le ministère de l'Éducation nationale tout à fait troublant de ce point de vue, on nous explique que les grands personnages ne sont pas relégués. C'est faux. Ils sont relégués soit en fin de programme, soit éludés en début de programme, soit inclus dans des options. On peut plus ou moins voir Clovis, on peut plus ou moins voir Napoléon. La réalité, elle est beaucoup plus crue que ça. C'est que ces personnages ont plus ou moins, peu ou prou, ou de facto disparu du roman national, en tout cas de l'histoire de France telle qu'on nous demande de l'enseigner. Vous enseignez en quelle classe? J'enseigne en collège. Alors, je suis dans le Val-de-Marne actuellement, cher Éric Brunet. J'étais avant à Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Et je peux vous dire qu'on fait une grave erreur en considérant que l'histoire de France n'intéresse plus les jeunes, et notamment les jeunes des banlieues, parce que moi j'avais des élèves particulièrement turbulents. Et je peux vous dire que mon plus grand succès, c'était quand je parlais de la papauté, de l'excommunication, de Clovis, parce que les enfants aiment les histoires, et l'histoire de France est une suite d'histoires. C'est Scarface puissance 10. C'est plein de trahisons, c'est plein de meurtres, c'est plein de choses qui les passionnent, et on se trompe en pensant que ça ne les intéressera pas parce que c'est vieux. Mon opinion fondamentale, et elle est peut-être un petit peu radicale, c'est que il n'y a rien de plus insidieux que d'essayer de faire disparaître l'histoire d'un peuple. À moins, bien sûr, qu'on prépare ce peuple à lui-même disparaître. Merci beaucoup pour ce témoignage, Jérôme. Un petit mot, cher Éric Brunet. Je suis aussi l'auteur d'un livre, comme Dimitri Casali, qui s'appelle Ma première histoire de France, et qui est destiné à tous, les enfants comme les adultes, et qui reprend tous les grands épisodes de l'histoire de France, du vase de Soissons jusqu'à Jean-Loup Chrétien. C'est préfacé par Emmanuel Leroy-Ladurie, qui m'a fait l'honneur de bien vouloir préfacer ce livre. On le trouve à la librairie des écoles, et c'est un livre pour toute la famille qui permet de retracer toute cette histoire de France qui est malheureusement un peu oubliée. Merci Jérôme. Rapidement, Marc également prof d'histoire au lycée. Vous êtes là, Marc? Oui, je suis là, oui. Je vous avais perdu tout à l'heure. Vous êtes dans l'Oise. Oui, c'est ça. Alors, d'accord avec cette idée qu'aujourd'hui les programmes d'histoire mettent à mal l'histoire que nous aimions nous. Je sais pas, après peut-être que nous sommes d'abominables ringards, mais ça a changé pour vous l'enseignement, ces nouveaux manuels d'histoire? Mais bien sûr. Enfin, moi, je suis particulier parce que je suis en lycée professionnel. Ouais. Mais moi, j'ai envie de dire, vous prenez le problème à l'envers, Monsieur Brunet, je vous écoute tous les jours. Moi, j'ai envie de dire, pourquoi vous n'avez pas invité Monsieur Darcos ou Il veut pas en parler, Monsieur Darcos, qui a signé cette évolution des programmes. Il ne veut pas venir s'exprimer dessus. C'est dommage. C'était en 2008. Il était ministre de l'Éducation nationale. C'est lui qui a fait disparaître Louis XIV et Napoléon Ier des manuels scolaires. C'est un paradoxe savoureux. C'est la droite qui a viré Napoléon Ier et Louis XIV des programmes scolaires. Alors, vous faites quoi? Vous les enseignez ou pas, cela? Bien sûr, moi j'ai la particularité de vivre à Compiègne, c'est-à-dire que c'est une ville d'histoire. Napoléon Ier venait souvent à Compiègne, Napoléon III aussi, tous les rois de France sont venus à Compiègne. Donc nous, tous les collègues d'histoire-géographie, tous les ans avec tous nos élèves en seconde, on organise des circuits pour voir l'endroit où a été arrêtée Jeanne d'Arc à Compiègne. On va dans le wagon de l'armistice, on va visiter le château bien sûr de Napoléon Ier, Napoléon III. On raconte la vie de Napoléon III, Pierrefonds, tout ça. Bien sûr, on le fait et on sait très bien que c'est plus dans les programmes, mais on le fait quand même parce qu'on estime que ça fait partie de notre métier. Et l'histoire de France, c'est le plus important. Moi, je veux bien étudier l'histoire de l'Afrique, mais apprenons déjà l'histoire de France. Mais moi, j'en veux à la droite. Vous savez, hier, j'ai vu Darcos, j'ai vu Monsieur Copé face à Lang. J'aime pas du tout Lang, mais alors hier, Monsieur Copé a détruit Lang. Enfin, moi, à la télévision. J'accuse la droite d'avoir détruit notre instruction publique. C'est ça, je leur en veux. Moi, je suis pas loin d'être d'accord avec vous, Marc. Je suis pas loin d'être d'accord avec vous parce que franchement, merci en tout cas d'avoir eu la gentillesse de m'appeler de Compiègne dans l'Oise. Merci à vous, Marc. Au revoir. Au revoir. Intéressant, Gonzague Saint-Brie, d'avoir ces deux profs d'histoire là qui m'ont appelé au 32-16. Je pensais qu'il y en aurait au moins un qui relayerait le discours syndical, qui dirait mais non, pas du tout, on peut toujours parler de Napoléon à l'école. Ils me disent non. Tout à fait. Et le témoignage de Jérôme est passionnant. Celui du professeur de Compiègne est également exaltant. Mais en fait, je crois qu'il faut voir ça pour notre vie, pour nos enfants. C'est une affaire extrêmement personnelle. Au fond, il y a deux solutions. Où on a une existence, où on a une vie. Une existence, qu'est-ce que c'est? On naît, on grandit, on tombe malade et on meurt. Ça s'appelle une existence.
Et une vie, c'est différent. Une vie, c'est parce que on se cultive. Aujourd'hui, nous sommes dans une époque où on s'aperçoit, et c'est un peu l'intérêt de cette crise, que le peu de valeur réelle qu'a l'argent. On s'aperçoit que l'argent n'a plus de valeur. Alors on peut revenir aux sources de la vraie richesse. Et la vraie richesse, c'est la culture. Et moi, je pense que, par exemple, il ne faut lire que des romans jusqu'à 20 ans, et après ne lire que des biographies. Et pourquoi est-ce qu'il faut lire des biographies? Parce que il faut se comparer à plus grand que soi. On grandit en admirant plus grand que soi. Et aussi, je pense que en lisant des biographies, on va devenir très riche, on va devenir milliardaire. Expliquez-moi ça. Eh ben, ça veut dire que, par exemple, je suis un petit garçon, je vais lire la vie de Jeanne d'Arc, je vais savoir ce que pense une jeune fille qui est brûlée vive. Je suis une jeune fille, je lis la vie de Clémenceau, je vais voir ce que c'est qu'un politicien. Je vais lire la vie de Claude Monet, de Christophe Colomb, et au fond, et c'est ce qui arrive avant la fin de l'adolescence. Déjà, quand j'arrive à l'adolescence, j'ai 15 ans, j'ai déjà été en Amérique, j'ai déjà vu ce que c'est qu'un combat, je sais ce que c'est qu'une courtisane, je sais ce que c'est qu'un ambitieux. Tout ça grâce à la lecture. Ouais. Donc, si vous voulez... C'était votre formule que vous m'aviez donnée tout à l'heure quand on est sorti de l'ascenseur. Lire, se cultiver, c'est la façon de devenir milliardaire, la seule, sans payer l'ISF. Milliardaire en vie. Je pense qu'on doit passer d'une société de possession à une société de désir. On n'a pas besoin de posséder les tableaux, il suffit d'aller les voir dans les musées. Et surtout, pour être heureux dans notre simple vie, il faut déjà aimer son propre passé. On sait que toutes les maladies psychiques viennent des gens qui n'aiment pas leur propre passé. Or, aujourd'hui, 71% des jeunes Français sont angoissés devant l'avenir. Il y a une phrase qu'il ne faut pas oublier, c'est la phrase de Bernanos, ne pas revenir sur le passé, c'est la meilleure façon que ce passé revienne sur vous. Très joli. C'est Gonzague Saint-Brice qui est avec moi, qui est l'auteur avec Thierry Sarment, agrégé d'histoire, du musée idéal. Ça vient de sortir. C'est 300 objets qui ont fait la France. C'est très intéressant. On entendait tout à l'heure ce prof qui disait, même dans les lycées techniques, ils sont passionnés par l'histoire. Et ben vous avez une façon originale d'aborder l'histoire. C'est que vous prenez 300 objets. On va revenir dessus. 300 objets, des vases de Soissons, etc. Et vous parlez d'histoire à partir des objets. J'ai voulu qu'Ahmed El-Kei soit là. Bonjour Ahmed El-Kei. Bonjour Eric Benet. Alors vous êtes un journaliste d'ailleurs d'origine égyptienne, vous êtes né au Caire et vous animez une émission dans laquelle vous m'avez à plusieurs reprises invité. C'est une émission hebdomadaire de débat sur l'actualité sur France O et ça s'appelle Toutes les France. Et on débat beaucoup de ces sujets un petit peu culturels. On parle beaucoup d'identité française à travers un petit peu nos diversités. Alors je vous ai demandé de venir parce que finalement, beaucoup de gens sont émus par le fait que dans ces programmes scolaires, parlons peu, parlons bien, on vire François Ier, bon, formidable, on vire François Ier, mais on fait rentrer dans le jeu, dans les apprentissages, un roi du Mali que je ne connaissais pas, Kanka Moussa, 1312-1320. Au moins vous avez appris quelque chose. J'ai appris un truc. Alors, attendez, moi je suis oui. formidable, Oui. mais au détriment de François Ier, c'est dommage, quoi. Oui, alors moi je ne peux qu'adhérer à l'hymne à la culture et à la lecture de Gonzague Saint-Brice. Simplement là on parle d'histoire et surtout on parle de quelque chose de plus insidieux, c'est encore une fois essayer de confronter une certaine composante de la population à une autre. Ceux qui voudraient virer François Ier et mettre à la place l'histoire de l'Afrique ou du roi du Mali que vous avez découvert, Eric Brenet. Ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, Gonzague Saint-Brice en a parlé, il y a un manque de culture, un manque flagrant de lecture. Et il y a surtout une marge de manœuvre exceptionnelle. Et je suis étonné que les professeurs qui ont parlé se minimisent à ce point. Ils ont la faculté, la capacité, ils ont une culture, une histoire, une complexion personnelle qui leur permet de raconter à ces jeunes élèves, parce qu'on parle du collège, on parle pas des jeunes de 20 ans. Et j'espère qu'ils auront l'occasion de lire la biographie de Bonaparte quand ils auront 20 ans, qu'ils liront les biographies de tous les hommes qui ont marqué l'histoire de France, comme François Ier. Simplement, là on parle de 2 années, du collège, au moment où on va essayer d'avoir quelques clés pour comprendre l'avenir, pour comprendre le monde dans lequel on vit. Alors tout à l'heure, j'ai entendu l'un de vos intervenants qui disait oui, c'est bien de dire qu'il faut comprendre le monde, mais oui, il faut comprendre le monde parce que la France dans le monde aujourd'hui est différente de la France dans le monde d'hier et qu'il faut avoir des clés, c'est vrai qu'on ne peut pas comprendre l'histoire de France d'aujourd'hui si on ne comprend pas aussi celle de l'Afrique. On ne peut pas savoir que la France est sur tous les océans de la planète si on ne sait pas qu'elle a des outre-mer. On ne peut pas comprendre un certain nombre de choses si on n'a pas une vision un peu plus globale. Ça ne veut absolument pas dire, et il ne faut pas faire cette
opposition simpliste, qu'il faut virer Napoléon, qu'il faut virer François Ier, loin de là. Il faut juste expliquer les deux choses. Alors, et ce n'est pas au détriment l'un de l'autre. Et encore une fois, les professeurs sont des gens intelligents, ils ont une formation, ils ont une culture, et ils peuvent absolument expliquer les choses de manière tout à fait cohérente à des élèves aussi qui ne sont pas les mêmes que les élèves qui étaient dans les écoles il y a 20 ou 30 ans, sans vouloir vous vieillir, ni Éric Brunet, ni Gonzague-Saint-Brie. Attendez, Gonzague, avant de répondre, je suis d'accord avec, d'ailleurs on est tous d'accord là pour l'instant. Dimitri Casali est avec moi, l'historien spécialiste de Napoléon, auteur d'une trentaine d'ouvrages, qui est venu plusieurs fois à ce micro, et qui est l'auteur chez Perrin de cet alter manuel de l'histoire de France. En gros, il dit aux parents, achetez ce bouquin parce que ce bouquin, finalement, il vous raconte l'histoire de France telle que nous pouvions l'apprendre dans les collèges il y a encore un an. Voilà. Et il parle finalement de ces François Ier, Napoléon, Louis XIV qui sont sortis. Vous êtes d'accord, Dimitri? Il y a un certain unanimisme finalement. On est tous un peu d'accord autour de ce studio. Sauf que vous persistez à dire que j'imagine ce roi du Mali, Kanka Moussa, c'est quand même à la place de François Ier, qu'on le veuille ou non. C'est pas vrai. Non? Bah oui, mais bon, c'est sûr que l'histoire de Kanka Moussa est passionnante, somme toute. Mais il faut quand même pouvoir hiérarchiser une histoire de France qui est absolument, comme je le disait le professeur tout à l'heure, un roman exceptionnel. On a une possibilité de sensibiliser les enfants à l'histoire en France absolument géniale, parce qu'il faut rappeler que l'histoire est une garantie d'intégration. C'est avant tout la culture française qui est à la base de notre vivre ensemble. Et là, en éliminant François Ier, c'est tout simplement Chambord, Azay-le-Rideau, Chenonceau qui disparaissent. C'est la Villers-Cotterêts qui est l'édit de 1539 qui impose le français comme langue officielle dans tout le royaume. Il faut connaître avant tout sa propre histoire avant de s'intéresser à celle du monde. C'est-à-dire que tous les petits François Ier a créé le port du Havre aussi, qui a permis cette expansion maritime et coloniale après. Nous avons une histoire absolument merveilleuse et il faut savoir capitaliser d'abord sur cette histoire pour après nous ouvrir sur le monde, bien sûr. Moi, j'ai été professeur en zone d'éducation prioritaire pendant 10 ans et je peux vous dire que c'était quand même catastrophique la répulsion des enfants vers l'histoire aujourd'hui. Je suis d'accord, mais Dimitri, je vous suis. Mais est-ce que l'idée pour ces enfants qui sont en 5e et 4e d'avoir un cours d'histoire de France où on aurait maintenu ces gens qui font partie du roman national, Henri IV, François Ier, c'est dommage qu'ils soient passés au second plan, mais également les enrichir avec un cours qui pourrait s'intituler, qui n'existe pas, mais Histoire du monde, parce que moi j'en suis convaincu, il a raison, Ahmed El-Khaï, il faut qu'il y ait également un corpus d'enseignement qui nous rappelle qu'on n'est pas franco-français. Oui, mais pourquoi il n'y a pas ça? Mais l'histoire du monde devrait, pour ma part, intervenir plutôt au lycée, en seconde, première et terminale. Parce que là, quand j'ai enseigné pour des 10, 11, 12 ans, aujourd'hui, ils n'ont plus aucun repère, aucune idée. Vous dites en gros l'histoire du monde c'est important, mais d'abord des repères autour de l'histoire de France. Par exemple, ils pensaient que le Da Vinci Code avait été écrit par Léonard de Vinci. Donc il y a une perte de temporalité et de racines. Et je cite souvent cette phrase de Cicéron, l'histoire est l'institutrice de la vie. Si on veut former à la citoyenneté française, à des citoyens respectueux de la République, il faut avant tout connaître quand même les codes, les valeurs et les modes de représentation de notre société. Ahmed El-Khaï. Je pense qu'on mélange tout. Vous mélangez culture, éducation, code, repères. On parle d'histoire, on parle d'enseignement, on parle à un moment clé de la vie de jeunes citoyens français qui vont simplement avoir quelques outils de réflexion. Alors évidemment, on peut élargir le débat à la culture, au code. Oui, vous avez passé cet extrait de la guerre des boutons où les jeunes répondent de moins en moins précisément à des questions, mais c'est dans tous les domaines ça. Il faut plus. Alors on ne parle plus que d'histoire. On parle de tout, de toutes les matières, de la culture générale, des repères, de l'enseignement en tant que tel en France. Mais sur la question d'histoire, encore une fois, il ne faut pas opposer les éléments. Il ne faut pas dire c'est François Ier dehors et l'Africain qui arrive. C'est un peu ce qui se passe. Gonzague-Saint-Brie. Ahmed, je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec vous. D'abord, je pense que vous devez être malheureux de cette réforme puisque vous êtes d'origine égyptienne. Je vous précise que la période égyptienne traditionnellement étudiée en 6e passe complètement à la trappe. Et vous voyez bien que ça ne concerne pas que l'histoire de France. Oui. Voilà. Non, mais donc encore une fois, cette opposition superficielle, artificielle et simpliste est fausse. Alors moi, avec l'exemple égyptien, vous le démontrez. Je vais vous dire quelque chose. Dans l'histoire de France par laquelle nous avons été éduqués, l'histoire de France traditionnelle, avec ces héros qui sont des bandes annonces
Pourquoi il y a des héros? Parce que c'est des bandes annonces de l'époque. Le Grand Ferré qui défend son pont contre l'invasion des Anglais, c'est une bande-annonce. Napoléon Pont d'Arcole, c'est une bande-annonce. Mais il y a des bandes-annonces qui viennent du monde entier. Vous parlez des contes égyptiens, il y a des héros partout, et il faut les connaître. Mais votre superbe hymne à la culture en début d'émission le démontre bien. Lisez les biographies des héros du monde entier. Eh bien, non mais attendez, mieux que ça. Pourquoi zapper François Ier alors que François Ier nous ouvre sur le monde, puisque c'est lui qui a fait l'alliance avec Soliman le Magnifique. Ben vous voyez, les deux questions se rejoignent. Non, mais donc c'est la manière de présenter les choses. Vous avez raison. Écoutez-moi bien. Répondez-moi là-dessus. Est-ce que ce qui est extraordinaire, c'est que l'histoire traditionnellement racontée avait déjà la connexion sur les mondes étrangers. Par exemple, écoutez, je suis formé Gonzague Saint-Brie. Je suis formé à l'école de la République. Je suis arrivé en 11e CP. Donc c'est pas moi, vous allez dire, j'ai reçu l'enseignement de l'école de la République, il était chouette, l'histoire de la République, qui m'a tout à fait convenu, et vous envoyez le résultat aujourd'hui. Donc je n'ai aucun problème là-dessus. Simplement, je peux aussi m'adapter et réfléchir autrement, tout en grandissant. Voyez-vous. Alors, non, mais je termine sur. Allez-y, Gonzague Saint-Brie. Qui fait venir cet émigré italien? C'est François Ier, cet émigré italien, il s'appelle Léonard de Vinci. Oui. Donc, vous voyez, en fait, on est déjà dans une histoire ouverte. Mais on peut aller plus loin, c'est vrai. Bien. Voilà, ça continue, mais on va faire un tout petit point. Et on parle des programmes d'histoire. Pensez-vous comme moi qu'il faut redonner plus d'importance aux grands personnages de l'histoire de France dans les manuels scolaires, car la nouvelle génération de manuels scolaires qui vient de sortir cette année, zappe en quelque sorte. Oh, beaucoup de personnages, de Richelieu à Louis XIV, de Napoléon Ier à Clovis. Ahmed El-Kay, quand même, vous allez me dire que il s'agit pas de remplacer l'un par l'autre, mais quand on connaît la densité des enseignements, quand on connaît l'emploi du temps des élèves de 5e, de 4e, franchement, quand on vire un pan de notre histoire de France et quand on le remplace par l'histoire d'un roi. Mais c'est comme ça qu'il faut présenter. Mais c'est pas manichéen. C'est pas manichéen. Les élèves n'apprennent pas toute l'histoire en un an ou en 2 ans. Quand on enlève François Ier et qu'on réintroduit comme Kamoussa, roi malien de 1312. Mais ça veut dire remplacer quand même. Non, ça ne veut pas dire remplacer. Ça veut dire ouvrir le champ des visions. Ça veut dire remplacer. Ça veut dire donner des clés supplémentaires pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Ça veut dire surtout essayer de faire comprendre à une population estudiantine, à des élèves, que la France est aussi ouverte sur le monde. C'est un âge où on a besoin d'entendre ça. Est-ce que vous pouvez avoir des témoignages de nombreux professeurs qui enseignent notamment dans des quartiers populaires, dans des quartiers dits sensibles? Eh bien, ils ont cette marge de manœuvre, ils peuvent raconter l'histoire de France à leur manière. Et s'ils prennent des éléments supplémentaires en compte en racontant cette histoire, je ne vois pas pourquoi on tente à nouveau d'opposer deux choses qui ne sont absolument pas antinomiques. Simplement, il faut pouvoir raconter. Je ne ferai pas changer d'opinion. Gonzague Saint-Brie. Alors moi, je voudrais vous dire quelque chose. Je vous en prie. Est-ce que vous savez que Louis XIV a adopté 2 enfants africains? Moi je savais pas. Eh bien voilà. Mais Gonzague Saint-Brie, c'est extraordinaire. À chaque fois que vous donnez un exemple, vous confirmez mon point de vue. C'est-à-dire que vous avez parlé de l'exemple égyptien tout à l'heure, vous dites on a zappé l'histoire de l'Égypte. Pas du tout contre vous. Non mais je sais, mais si vous voulez, ça confirme tout à fait que si on dit ça en plus, on ouvre la vision. Mais c'est très bien. C'est formidable. Je vais vous donner avez entendu en début d'émission, Max Gallo qui dit au début de cette émission-là, à trop ouvrir, on en oublie l'essentiel, c'est notre propre histoire. Et à trop se fermer, il aurait pu continuer, à trop se fermer, on fait quoi? Enfin, on se ferme pas quand on apprend des mômes qui est François Ier, Henri IV, Louis XIV, Napoléon, III, Clémenceau. Très vite, je voudrais vous raconter une histoire qui m'est arrivée quand j'ai descendu le fleuve Ogoué en Afrique avec Michael Jackson. Sacrée vie, Gonzague Saint-Brie. Moi, ça m'est jamais arrivé un truc pareil. Il m'a vu un jour à la télévision américaine Good Morning America parler de Léonard de Vinci. Il a dit, ce type, je veux le connaître, il m'invite en Afrique. On descend le fleuve Ogoué. Et il savait tout. Il avait demandé la permission au pape d'être enfermé dans la chapelle Sixtine pour regarder les fresques. Et il m'a fait venir pour me questionner sur Léonard de Vinci. À un moment, au milieu des crocodiles, il me prend par le bras. Il me dit, est-ce que c'est vrai que Louis XIV a perdu tous ses cheveux à l'âge de 20 ans? Je lui dis, oui, c'est vrai. Mais je lui dis, mais comment tu le sais?
Voyez l'intérêt de l'histoire. Et en fait, l'histoire, il y a des liens. Par exemple, dans le château de Versailles, il y a une des plus belles statues du parc de Versailles qui s'appelle l'Afrique. Oui. Et il y a beaucoup d'Africains qui sont venus à Versailles. Ça fait partie de l'histoire qu'on raconte. Le chevalier Saint-Georges. Ce que vous voulez dire, c'est que oui, le chevalier, magnifique histoire, chevalier Saint-Georges. Oui. Voilà, qui était un épéiste extraordinaire, qui était un Mozart noir, venait à Versailles. Oui. Arrêtons d'avoir des espèces d'images. Anobli par premier noir, anobli par la. Non, mais vous voulez dire que l'histoire de France en elle-même, elle est déjà la dimension cosmopolite, cosmopolite et universelle. Simplement, ceux qui parlent aujourd'hui ont une image extrêmement figée et non pas votre image de l'histoire de France. Alors, attendez, j'aimerais. Casali, il est toujours là, Dimitri Casali. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? En fait, on est tous d'accord, on est tous les trois d'accord. Il faut plus d'histoire, mais là, on a oublié un élément essentiel de l'enseignement en France aujourd'hui en 2011, c'est la réduction des horaires et du temps. Par exemple, on a en 5e 38 heures uniquement. Et en 38 heures en 5e, on peut pas apprendre l'histoire du monde. Surtout que les élèves qui arrivent à 10, 11 ans, je vous dis, ne font plus d'histoire en primaire. Vous avez raison. Les pétitionnaires me l'apprennent. On ne fait plus d'histoire à l'école primaire. En cycle 3, c'est terminé, puisque les jeunes enfants ne savent ni lire ni écrire, donc les instituteurs ont autre chose à faire que de l'histoire. Et effectivement, donc en 38 heures, on peut pas donc parcourir toute l'histoire du monde, même si l'histoire de France, c'est déjà l'histoire du monde. Là, je vous rejoins entièrement. J'ai écrit les grands immigrés qui ont fait la France. Oui, mais alors attendez, je suis d'accord avec vous, Dimitri. On va prendre Gobert qui m'appelle dans un instant, mais vous dites qu'on est tous les trois d'accord. Et en fait, non, et je vais vous le démontrer. Parce que la question que je pose aujourd'hui à ceux qui m'écoutent dans Carrément Brunet sur RMC est la suivante. Pensez-vous, comme moi, qu'il faut redonner plus d'importance aux grands personnages de l'histoire de France dans les manuels scolaires actuels? Réponse d'Ahmed El-Kei. Oui. Vous dites oui? Oui. Avec le raisonnement de Gonzague-Saint-Brie. Il faut redonner plus d'histoire à Gonzague-Saint-Brie. Surtout oui. Oui. Et vous, Dimitri Casali? Bah oui, bien sûr, oui. Totalement, mais je comprends ce que veut dire. Alors là, c'est le monde à l'envers. Je m'attendais pas à ça. Donc vous êtes en train de me dire qu'il faut réécrire tous les trois qui correspondent. Ça dépend. C'est le récit parce que il faut réécrire les personnages sont là, Éric Brunet. Quel récit on raconte? Et Gonzague-Saint-Brie l'a très bien dit. Qu'est-ce qu'on dit aux élèves citoyens de la France, de la République d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on leur dit? Est-ce qu'on leur dit il n'y a que la France, ou est-ce qu'on leur dit justement ces personnages ont marqué la France mais aussi le monde, et leur expliquer comment ils ont marqué le monde, comment ils ont étendu leur influence, comment ils ont rencontré d'autres populations, d'autres cultures. Et c'est ça, vivre dans le monde d'aujourd'hui à travers la compréhension. Attendez, on va prendre Gobert. L'arrivée de l'ambassadeur de Siam à la cour de Louis XIV. Ça y est, ils sont partis. Eh bien, si un professeur m'appelle et quand il parle de Louis XIV parle de ça, eh bien moi je le félicite. C'est pour ça. Sûr qu'ils le font. Ayez confiance dans les professeurs, ayez confiance dans leur capacité. Non, on n'a pas confiance. Vous êtes en train de me dire, Ahmed Kei, qu'il faut réécrire les manuels et qu'il faut réécrire les manuels d'histoire en donnant plus d'importance. Vous dites que les manuels, et c'est faux, on n'est pas d'accord alors. Voire élimine des personnages clés de l'histoire de France. Je vous dis ce n'est pas vrai. Et je vous dis ce n'est pas vrai. Là, il y en a un désaccord alors. Non, je vous dis ce n'est pas vrai. Ils sont là et ils doivent rester là. Et ce sont les professeurs qui font les leçons d'histoire. On ne donne pas un manuel à lire aux élèves seulement. Là, je suis pas d'accord parce que je voudrais donner un exemple précis. Oui. Nous aimons tous le football. Mais en terminale, l'histoire comporte le module, le football depuis les années 30, entre la mondialisation et ancrage dans les territoires. OK. Oui. Soit 80 ans de football, alors que les grandes questions contemporaines, comme l'affaire Dreyfus, sont passées sous silence, que la résistance, pour moi c'est capital la résistance, mes grands-parents sont morts en déportation pour fait de résistance, est étudiée uniquement la résistance rattachée au régime de Vichy. Non, c'est extrêmement fâcheux et vous avez tout à fait raison, Gonzague-Saint-Brie. Simplement sur le football, j'ai une remarque à vous faire. Étudier l'histoire du football pour tenter d'attirer peut-être un certain nombre d'élèves tout à fait d'accord. Permet de rentrer dans l'histoire par la porte du foot. Ouais. Vous pouvez comprendre tout à fait les rapports de la France avec ses colonies à travers le football. Vous pouvez comprendre des guerres à travers le football. Vous pouvez comprendre des fonctionnements de régimes dictatoriaux à travers le football. Merveilleux. Mais moi, quand j'étais gamin, j'aimais bien le foot, mais j'avais pas envie qu'on me parle de foot. Enfin, le prof qui a un petit peu forcé la main. Éric Brunet, l'histoire du foot. Non, mais ce qui est extraordinaire. Attendez, Gobert m'appelle du département du Rhône où il est kiné. Il a 40 ans. Bonjour, Gobert. Oui, bonjour, monsieur Brunet. Bonjour, alors.
Oui, j'allais dire que pour moi le plus important, c'est grand personnage François, le plus important, c'est de dire la vérité, d'enseigner une histoire qui se rapproche au maximum de la vérité. Permettez que je vous donne une citation que j'ai lue lorsque j'étais élève au lycée général Leclerc à Yaoundé. Oui. Je me rappelle plus le nom de l'auteur, mais elle disait à peu près ceci. Je ne dirais pas que l'histoire est un colportage, mais elle comporte de telles déformations dans les récits qu'à la fin elle se trouve réduite à peu de choses. Je ne connais plus le nom de l'auteur qui avait marqué ça. Je veux dire que ça m'avait terriblement marqué et je l'ai écrit au tableau avant l'arrivée du professeur d'histoire. Ça m'a valu les problèmes pendant une année avec le professeur d'histoire. Bon, bref, quand je vois à peu près comment on enseigne l'histoire de Napoléon, par exemple, qu'on nous parle de ses grands succès, de ses grandes guerres, mais on n'évoque absolument pas son côté esclavagiste. On ne dit pas qu'il a rétabli la traite négrière. Et ça, ce n'est plus de l'histoire, on est dans la falsification, dans le colportage. Mais attendez, mais je suis pas... Je suis d'accord avec ce que vous dites, mais on n'a pas eu les mêmes enseignants. On n'a pas eu les mêmes enseignants. Mais attendez, mais moi, on m'a appris que c'était un fasciste. On m'a appris que c'était un méchant dictateur. L'école de la République à Nantes. Non, moi on m'a appris que Napoléon était un dictateur à l'école de la République. Oui, mais public, laïque. Le dictateur est rétabli la traite négrière. Oui, on me l'a appris. On m'a même dit que c'était la honte nationale, Napoléon. On ne nous dit pas que ce grand homme a mené des guerres d'indépendance, qui étaient des guerres très très meurtrières. On n'est plus dans l'histoire, monsieur Brunet, on est dans le colportage pour moi. Et je trouve que c'est la grande limite de l'enseignement de l'histoire en France aujourd'hui, c'est que c'est en train de devenir... Il y a trop de falsifications dans le récit des faits. Alors, Gobert, laissez-moi juste vous dire une chose. Vous êtes en train de... Non, mais vous êtes juste en train de vous appuyer sur un fantasme. C'est que... Laissez-moi parler. C'est que les profs d'histoire ont fait de Napoléon un mythe. C'est pas vrai. À l'école de la République, on nous enseigne que Napoléon est un dictateur, et cela depuis des décennies. Oui. Et je dirais même que l'histoire de France a la dent très dure pour le Premier Empire et pour le Second Empire. Alors là, je suis pas d'accord avec vous. Eric Brunet, vous pouvez ne pas être d'accord sur ce point avec Gobert, mais sur la remarque générale qui dit qu'il peut y avoir un récit national un petit peu fantasmé, un petit peu depuis Michelet, comme a dit Alexandre Dumas, il a dit cette chose merveilleuse: l'histoire n'est pas une science mais un art. On n'y réussit que par l'imagination. Oui, il peut être aussi un art de la falsification. Et donc cet art de la falsification, il faut peut-être l'éviter, surtout aux jeunes élèves, et être effectivement objectif par rapport à certains faits historiques. Merci beaucoup, Gobert. Je voudrais qu'on fasse un petit point tout de suite sur le Bril, Alice Desgors. Les mails et les Facebook. Exactement. Je vais commencer par une réaction de Jimmy sur la page Facebook de Carrément Brunet, que je vous invite encore et toujours à liker ou à aimer, comme vous voulez. Jimmy nous dit: intéressant, j'allais dire mais à part pour être prof d'histoire, ça va apporter quoi à mes enfants par la suite? Je suis très content de connaître notre histoire et nos grands personnages, mais à part pouvoir répondre à un quiz d'histoire, ça ne me sert à rien dans ma vie de tous les jours. Ça va, mais ça va énerver Gonzague Saint-Brice. Ça, c'est pas vrai, c'est pas vrai du tout. Un mail. Gonzague Saint-Brice, si vous voulez, allez-y. Oui, je pense que c'est une erreur que fait ce père vis-à-vis de son enfant, parce que on apprend tellement de choses avec l'histoire. Et d'abord, on apprend quelque chose dans notre vie quotidienne qui est essentiel, qui est la relation avec le temps. La relation avec le temps. On vit soi-même, on est en état de décalage horaire par rapport à ce qui nous arrive. Alors je donnerai cette phrase de Salvador Dali que ce père peut dire à son enfant: la révolution russe, c'est la révolution française qui arrive en retard à cause du froid. Voilà pour votre réponse, Gonzague, à Jimmy qui réagissait sur la page Facebook de l'émission. Chris de Lyon, qui nous écrit tous les jours ou presque sur carrémentbrunet@rmc.fr, nous dit: je comprends vos auditeurs qui s'émeuvent du fait que de petits Français vont devoir étudier l'histoire des rois africains. Je crois qu'il faut remettre les choses dans les proportions. Je vous signale au passage qu'en Afrique, l'histoire de la France est massivement enseignée et depuis des années, sans que cela ne provoque autant de polémiques. Que les petits Français apprennent un peu l'histoire de l'Afrique. Où est le problème? Non, formidable, mais je mets même plus, encore plus. Mais qu'on continue à enseigner François Ier, c'est tout. Et les autres, vous m'avez compris. Alain, dans les Bouches-du-Rhône, qui a des origines bretonnes, nous dit qu'on réhabilite aussi l'histoire de la Bretagne, qui est bannie des manuels scolaires depuis trop longtemps. Je pense aussi aux Basques, aux Corses, aux Antillais, aux Réunionnais, aux Kanaks, aux Tahitiens, etc., nous dit Alain par mail. Vous continuez à voter.